quand quelqu'un réussit, c'est forcément coupable. Et je retrouve aujourd'hui un vocabulaire en fait qui emprunte un peu à la Révolution. Que les gens qui investissent leurs économies cherchent à faire du profit et à en vivre, c'est une chose. Et c'est le système capitaliste et je ne vais pas le remettre en cause. Je pense qu'il faut que le gouvernement fasse des économies dans tous les domaines. Voilà, et essayer de voir au cas par cas les dépenses sociales. La sécurité sociale, depuis plusieurs années, finalement, est déficitaire. Donc, effectivement, il y a des mesures à prendre. Quand je rentre dans une pharmacie avec une ordonnance et que je ressors sans payer un centime, ça me dérange. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait revoir de base et de fond avant de faire des petites économies à droite ou à gauche ou d'augmenter les impôts. Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine, troisième ville la plus riche de France. Et si nous sommes à Neuilly, ce n'est pas tout à fait un hasard, puisque nous sommes allés parler de la dette en France avec les gens, mais aussi des mesures d'austérité qui risquent de passer, puisque comme vous le savez, le gouvernement Lecornu n'a pas été censuré, en grande partie à cause du PS qui a encore fait défaut. Bref, nous sommes allés un peu sonder l'état d'esprit des gens vis-à-vis de tout ça, puisque ça va encore une fois leur être plutôt favorable, sans faire bien sûr de généralité, puisque on ne sait jamais sur qui on peut tomber dans la rue, même à Neuilly. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, mais vous pouvez mettre aussi un pouce, vous pouvez commenter, et puis n'oubliez pas que le site est en ligne, iggybrain.fr, vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour être informé de toutes les prochaines diffusions et des prochains articles également, puisqu'il y aura quelques articles sur le site par rapport à ce qui est posté sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent reportage. Bonjour, je voulais avoir un peu votre sentiment sur la situation économique actuellement en France. Là, on sait que le gouvernement Lecornu n'a pas été renversé, donc le budget devrait passer en grande partie. Néanmoins, il y a la suspension de la réforme des retraites. Vous en pensez quoi actuellement de cette situation ? C'est un peu le bazar, mais suspendre la réforme des retraites n'est pas une bonne chose, parce que le vieillissement de la population, l'absence de renouvellement des générations fait que de toute façon notre système montre ses limites. Et si on veut le préserver, faut se donner les moyens de le préserver. La situation économique, oui, écoutez, elle est ce qu'elle est. On en a profité pendant la crise Covid. Aujourd'hui, il faut payer la facture et il faut se serrer les coudes. Moi, je pense que de toute façon, il faut bien qu'un gouvernement soit pérenne jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir toujours inverser les gouvernements. Donc, du coup, que là, il n'y ait pas eu de motion de censure, c'est très bien. Il faut une stabilité pour les Français et pour qu'ils soient sereins, puissent envisager de leur avenir, leur projet. Voilà, financier. Aujourd'hui, on a des politiques qui ne sont pas forcément à la hauteur et qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il va falloir forcément la traiter. La plupart de ces dépenses, c'est des dépenses sociales. On est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de ces dépenses. La seule chose, c'est qu'on n'en a plus les moyens. Et donc, il faut reconsidérer un modèle qui date de 1945 et aujourd'hui qui ne fonctionne plus, que ce soit dans le domaine des retraites ou de la protection sociale. Et en fait, moi, j'aimerais bien que quelqu'un ose dire qu'on ne peut pas continuer comme ça, continuer à avoir un déficit. J'ai des enfants et j'ai pas envie de leur laisser de la dette sociale en leur disant, écoute, tu vas tout rembourser. Et ce qui me choque vraiment, c'est qu'il y a un sujet démographique et que la démographie, personne n'en parle. Et le sujet, c'est que, en fait, quand on va se retrouver avec une personne pour un salarié pour un retraité, ça fonctionne pas. Et le sujet, il est aussi basique que ça, il est paramétrique. Mais j'ai l'impression que personne ne veut l'entendre. Nous sommes dans une situation catastrophique pour la France. Il faudrait quand même s'occuper, en premier de la dette, éviter quand même de penser qu'aux partis politiques qui s'occupent d'eux avant de s'occuper des Français. Je pense que c'est la première chose. Et puis c'est bien beau de réduire certaines allocations pour les uns ou pour les autres, mais je pense qu'avant il faut passer par le problème des retraites. Parce que là c'est un trou qui va être monstrueux pour les plus jeunes. Mais les jeunes générations, elles n'auront pas de retraite. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait revoir de base et de fond avant de faire des petites économies à droite ou à gauche ou d'augmenter les impôts. La dette, il faudrait tout faire pour la diminuer. Parce qu'on a une dette qui est presque insupportable. Et dans ces conditions, pour les générations futures, c'est eux qui vont payer la dette. Donc on a un devoir, c'est de la réduire. Et donc le gouvernement qui vient d'accepter d'ailleurs, par exemple, de suspendre provisoirement
les retraites, pour moi, c'est une erreur. Les réformes structurelles des dépenses de l'État, oui, pas du tout assez loin. Bien évidemment, l'État coûte une fortune et on ne baisse pas les dépenses, j'ai l'impression. En plus, l'abrogation des retraites, mais c'est catastrophique. Et sur la suspension de la réforme des retraites, vous en pensez quoi? Alors ça... Alors elle est suspendue, hein. Elle va pouvoir revenir assez facilement. D'accord. Moi, je pense qu'il fallait qu'ils aient un geste, en fait, pour pouvoir ne pas être censurés par rapport aux socialistes, au niveau du gouvernement, et que s'ils n'avaient pas fait un geste fort, ils auraient été censurés à nouveau. Après, peut-être elle va revenir, mais c'est vrai que ça paraît un peu incroyable. Dans les autres pays d'Europe, la retraite, elle est plus élevée, en âge. Il n'y a qu'ici où elle est plus basse. Hein. Donc ça, je ne suis pas sûre que ça soit pérenne. C'est juste un geste fort pour pouvoir, justement, ne pas être censuré. Et vous, si quelqu'un proposait de la repousser jusqu'à 70 ans, vous seriez d'accord? Non, je sais pas. Franchement, je me suis pas posé la question. Je pense pas encore à ma retraite actuellement, donc ça, je peux pas vous dire. Ça dépend des métiers. Là, je peux pas vous dire. Vous, vis-à-vis de la retraite, vous pensez qu'on pourrait repousser là jusqu'à combien? La problématique, elle est complexe. Moi, de me dire que je vais bosser jusqu'à 70 ans, ça m'emmerde. Après, de dire, quand je regarde les pays européens, on est entre 64 et 67 ans. Donc, me dire qu'aujourd'hui, on peut fonctionner avec 62 ans, ça ne marche pas. Donc, la problématique, c'est juste d'admettre qu'on ne pourra pas vivre autant... on ne pourra pas garder les mêmes niveaux de prestations dans les années qui viennent, encore une fois pour ces raisons bassement démographiques, et qu'on est tous bien désolés en fait de cette situation. Mais la problématique, c'est qu'on est comme un ménage. Et le ménage, à un moment, il peut faire qu'avec ce qu'il a. Et ce qu'on a, c'est pas en allant chercher à la banque en permanence de l'argent pour financer nos dépenses courantes qu'on va réussir à le faire. Il y a eu la crise de 2008. On voit aussi que les États vont au secours des banques. Et après, ces banques, la finance, pour parler de façon générale, demandent aux États de faire des économies. Est-ce que vous trouvez ça, vous, normal? Est-ce qu'il ne faudrait pas nationaliser les banques, après tout, puisque les États viennent à leur secours? C'est un sujet. Enfin, normalement, la logique économique, c'est que des sociétés puissent faire faillite. La problématique, c'est quand vous avez une crise systémique et tout s'effondre, personne n'y gagne. Et tout le monde se souvient de 1929 et ça a aidé personne. Donc on a tiré les leçons de 1929. C'est sûr qu'après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas sauver ceux qui ont poussé les choses trop loin, les Lehman Brothers ou d'autres. On montrait ça. Donc il faut trouver un équilibre. Par contre, on vit en fait aujourd'hui avec de notre dette et en plus on essaie de cracher sur ceux qui nous prêtent de l'argent. C'est quand même un sujet, d'autant plus que ceux qui nous prêtent de l'argent, c'est pas des Français. Alors que d'autres pays, vous prenez la dette japonaise, c'est beaucoup de Japonais en fait qui prêtent. Et donc ils se retrouvent de fait intéressés aussi au sujet. Aujourd'hui, on est en train de dire nous ne paierons plus. Nous ne voulons pas payer, en tout cas certains le disent, du côté gauche et extrême gauche. La réalité, c'est qu'on emprunte à d'autres personnes qui un jour s'arrêteront. Donc oui, on peut pas faire n'importe quoi et après se tourner vers le parapluie de l'État et de l'assurance, ou de l'assurance étatique, mais en même temps, parfois on peut en avoir besoin pour des raisons systémiques, c'est ce qui s'est passé en 2008. Alors par exemple, quand on voit qu'il y a un rapport du Sénat qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qu'il y a à peu près 200 ou 211 milliards, je ne sais plus exactement, enfin entre 200 et 211 milliards d'argent public qui est accordé aux entreprises sans qu'on regarde forcément où vont ces dépenses. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que justement ce ne serait pas des économies à faire? Alors, des économies à faire, pas forcément. Peut-être mieux regarder l'usage et l'utilisation qui sont faits de ces aides pour éviter qu'effectivement on subventionne une entreprise qui après déménage son outil de travail, de production pour le mettre en Pologne. Pour les entreprises qui fonctionnent, c'est débile de les aider, oui. Donner un coup de main à celles qui ont du mal et les soutenir, oui. Et d'autre part, je ne suis pas contre le fait que les plus riches, les extrêmement riches, fassent un effort vu la situation de la dette. Et je ne vois pas qu'ils puissent se révolter contre ça. Ça me paraît indécent même. La crainte, c'est toujours de les voir partir de France, mais je ne pense pas qu'un monsieur comme Bernard Arnault ait tellement envie de quitter la France, qui lui a bien réussi. J'en pense que le système aujourd'hui, on est un pays aussi qui a le plus fort taux en fait, d'imposition, notamment sur les entreprises et notamment avec ce qu'on appelle les impôts qui touchent la production, impôts de production.
Et la problématique, c'est que comme les entreprises ne peuvent plus vivre avec les taux de pression qui sont les nôtres, on leur donne des aides pour qu'elles fonctionnent. La problématique, c'est quand vous regardez en net, eh ben, ça ne tourne pas parce qu'on est encore sur des taux extrêmement élevés. Donc, de regarder uniquement les problématiques de ce qui est donné en fait aux entreprises pour les aider à rester compétitives, en fait, c'est se voiler la face sur une problématique qui est plus globale, qui doit prendre le taux, en fait, encore une fois, ce taux global. Et au final, on génère de la complexité, c'est-à-dire qu'on a des taux de prélèvement importants, ensuite on génère des aides qui sont extrêmement complexes à suivre, et en fait, il faudrait revenir à quelque chose de plus simple, netter les deux, et voilà, et avoir quelque chose qui ne justifie pas d'avoir aussi beaucoup de fonctionnaires pour gérer cette complexité. Il suffit de voir la complexité fiscale aujourd'hui, c'est juste impossible. Et aujourd'hui, on est tous des délinquants en matière sociale, en matière fiscale, parce que c'est juste impossible de s'y retrouver dans ce maquis. Alors là, je pense qu'au niveau des aides des entreprises, effectivement, il faut réguler. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a des efforts à faire. Il y a des entreprises qui n'avaient pas besoin qu'on les aide au niveau des investissements, au niveau des aides, alors que les petites entreprises en particulier, pour pouvoir se développer, pour pouvoir continuer à exister. Il faudrait aider les PME. Je pense qu'il faut les PME, les ETI. D'ailleurs, on est très faible sur ce point-là. Vous avez par exemple l'Italie et l'Allemagne qui ont des ETI qui sont très compétitives. Et nous, on est très loin derrière. Donc, ça a besoin, à mon avis, de reprendre la question. Les aides, oui, mais il faut aider les entreprises qui en ont besoin. On a des fonctionnaires, c'est vrai, mais on voit aussi, par exemple, dans les pratiques de la vie politique et de la vie publique, l'emploi d'énormément de cabinets de conseil qui coûtent très cher. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre à contribution nos hauts fonctionnaires, là aussi faire des économies quelque part, parce que ça coûte très cher? Écoutez, ce sujet-là, il a été amplement discuté, commenté. Je pense que évidemment, on doit pouvoir faire mieux. Évidemment, il faut encadrer ces éléments-là. Encore une fois, c'est pas à la hauteur des sujets. Donc, on peut en parler, mais c'est absolument pas à la hauteur des sujets. Voilà, moi, c'est ça qui me choque. C'est que on pourrait récupérer tous ces montants-là. Ça changerait rien à notre problème fondamental. Le problème fondamental, je le disais pour les entreprises, mais aussi pour les salariés. Dans les années 70, sur un salaire brut, il vous restait 70%. Aujourd'hui, il reste 54%. Et donc, on a des problématiques de salariés qui disent « moi, j'arrive plus à vivre ». Dans le budget, il y a un certain nombre de déremboursements, mais un des plus emblématiques, c'est notamment le déremboursement des soins pour les maladies longue durée. Ça vous choque pas, vous ? Alors là, les maladies de soins de longue durée, oui, effectivement. Je pense que là, c'est quand même... il faudrait voir peut-être au cas par cas, en fonction des soins qui sont déremboursés. Est-ce que c'est des soins de confort ou des soins vraiment curatifs ? Si c'est vraiment curatif, non, il ne faut pas les dérembourser. La santé, c'est un acquis, je dirais, c'est un progrès social de la France et grosso modo de l'Europe. Donc oui, toucher la santé, pour moi, est un problème. Alors qu'on a d'autres leviers, je dirais, pour faire des économies. Le déremboursement pour les maladies chroniques, oui, ça me choque. Mais je pense qu'il y a un petit peu d'abus avec les histoires de taxis qui vous emmènent à l'hôpital, aller, retour, pour une simple opération du genou. Je trouve qu'ils ont été un petit peu loin dans les aides quand même. Voilà. Mais pour les graves maladies, oui, ça me choque. En revanche... que chacun participe à des dépenses médicamenteuses, ça ne me choque pas. Voilà. Quand je rentre dans une pharmacie avec une ordonnance et que je ressors sans payer un centime, ça me dérange. Je trouve que je pourrais participer. Disons que la sécurité sociale, depuis plusieurs années, finalement, est déficitaire. Donc, effectivement, il y a des mesures à prendre. Alors, est-ce que les mesures qu'ils ont prises sont les bonnes ? Il y en a probablement d'autres, mais je comprends qu'on doit trouver l'équilibre entre les dépenses et les recettes de la sécurité sociale. Mais est-ce la bonne solution ? Ça va pénaliser surtout, je dirais, ceux qui ont des petits revenus. Nous concernant, ça pèsera pas. Mais effectivement, ça va peser pas mal pour les personnes qui ont déjà des difficultés. Et donc, il va falloir... La santé va coûter plus cher. Je pense aussi qu'au point de vue santé, on est très mal parti.
parce que c'est pas normal que certaines personnes puissent se faire soigner sans aucun problème, que d'autres ne puissent pas le faire. Donc là aussi, c'est pas normal qu'une personne en ALD ne soit pas remboursée à 100%, surtout, et qu'il y ait encore des trucs qui soient pris sur leur... Il y a des gens malades, riches ou pauvres, il y a des gens malades, et il faut qu'on les soigne en France. On a tout fait jusqu'à présent pour le faire, donc maintenant, il faut tout revoir. On a un vieillissement de la population. Aujourd'hui, on se fait opérer du genou, de la hanche, ça coûte une fortune. Les gens ne se rendent pas compte parce que c'est gratuit, donc on ne se rend pas compte du coût. On a la chance d'en bénéficier. La seule chose, c'est que... Alors c'est gratuit, chacun cotise quand même. C'est gratuit, chacun cotise. Ce que je note, c'est qu'il y a sur 1000 euros, vous avez plus de 500 euros qui sont les dépenses de retraite, 1000 euros de budget de l'État, 500 pour les retraites, 500 pour la dépense sociale. Pour la dépense d'éducation, c'est 10 fois moins, dépenses des armées encore moins, et donc on a un sujet de fléchage en fait de ce qu'on veut faire. Évidemment, moi le premier, si on me dit il faut payer plus cher pour la santé, ça m'embête. Si on me dit je suis moins couvert en matière de chômage, ça m'embête. Si on me dit j'ai moins de retraite demain, ça m'embête. Moi, j'ai juste le sentiment, c'est de payer aujourd'hui des cotisations de retraite pour une retraite que je n'aurai pas. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est qu'on a un endettement qui est tel qu'on oublie juste les intérêts que ça coûte en fait à la nation et à nous tous. Et est-ce qu'il faut qu'on attende d'être dans le mur et d'avoir un incident de paiement et que plus personne ne veuille nous prêter et de se retrouver face au mur de la dette et de basculer comme l'a fait la Grèce, mais qui a réussi à rebondir dans des conditions extrêmement difficiles, ou même l'Espagne qui nous montre aujourd'hui qu'elle a dépassé la France en termes de PIB par tête, ce qui est juste invraisemblable pour nous Français, et tant mieux pour les Espagnols, après quand on a connu l'Espagne il y a 50 ans. Quoi. Chaque été, il y a un classement qui sort, c'est les 500 plus grandes fortunes. On voit que depuis l'élection de Macron, ils se sont fortement enrichis. Est-ce que cela ne devrait pas faire un petit, voire un gros effort, justement, pour renflouer les caisses qui se vident d'un côté, mais qui se remplissent de l'autre, pour schématiser? Oui, pour schématiser, oui, on schématise. Que les gens qui investissent leurs économies cherchent à faire du profit et à en vivre, c'est une chose. Et c'est le système capitaliste et je ne vais pas le remettre en cause. Qu'elle participe, déjà elle participe pas mal, compte tenu qu'elle paie un impôt sur les sociétés que l'État perçoit. D'autre part, il était question de la taxe Zuckman. Je suis contre, personnellement. Il ne faut pas taxer le patrimoine industriel. Ça pénalise finalement l'entreprise et les investissements. N'oublions pas que la richesse d'un pays, c'est la puissance de ses entreprises. Donc si on ne permet pas aux entreprises d'investir, ça va être au détriment d'autres entreprises venant de l'étranger. Donc pour moi, il faut absolument... comment dirais-je, il y a un manque d'argent, mais ce manque d'argent, ce financement ne doit pas se faire en pénalisant l'entreprise sur le plan mondial. Parce que la concurrence existe. D'ailleurs, que vont faire les chefs d'entreprise? Ils ne vont pas partir de suite. Mais si on les taxe de trop, ils partiront. Je pense que déjà on se voile la face en pensant que quelques milliers de personnes qui sont assez riches, et évidemment il y a eu peut-être un enrichissement ces dernières années, parce qu'il y a eu l'enrichissement lié à l'immobilier, à différentes choses, mais surtout fondamentalement c'est des personnes qui ont pris des risques, qui ont réussi. J'ai l'impression qu'en France, quand quelqu'un réussit, c'est forcément coupable. Et je retrouve aujourd'hui un vocabulaire en fait qui emprunte un peu à la Révolution. Le peuple, les riches, inégalité. On est le pays le plus égalitaire en fait en Europe. Celui qui a le taux de redistribution le plus fort, des écarts qui sont les plus limités en fait entre on va dire la classe moyenne et les classes qui sont en dessous. Est-ce que les plus fortunés ne devraient pas mettre un peu plus la main à la poche quand on voit que par exemple les écarts se creusent depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les plus grandes fortunes, notamment quand on voit le classement des 500 plus grandes fortunes, elles ont, je crois que ça a doublé ou triplé leur fortune. Est-ce qu'ils ne devraient pas faire un peu plus d'efforts que les autres? Ils peuvent peut-être faire un peu plus d'efforts, mais il ne faut surtout pas qu'ils s'en aillent. Parce qu'on a besoin d'eux aussi. Après, il y a des moyens aux États-Unis. Ceux qui s'en vont payent des impôts, même s'ils s'en vont. Mais je pense qu'il faut reprendre, depuis le début, le problème des finances en France, à tout niveau. Donc ce n'est pas uniquement en taxant les plus riches. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Et de toute manière, s'ils repartent, ils ne reviennent pas. Donc je pense qu'il faudrait tout revoir.
depuis le bas de l'échelle. Et même si on pouvait prendre la totalité, que ce soit des revenus du CAC 40 ou la totalité des revenus des personnes les plus aisées, de toute façon, l'ampleur des enjeux financiers est telle que c'est pas à la hauteur. Quand on nous parle de 20 milliards sur la taxe Zuckman, c'est absolument pas à l'échelle. Même si on prenait ces 20 milliards-là, on parle de centaines de milliers de milliards aujourd'hui, donc c'est vraiment pas le sujet. Et en fait, on a l'impression que ça fait plaisir à tout le monde, mais c'est pas à la hauteur, encore une fois, de nos problématiques. Vous avez entendu parler de la taxe Zuckman qui a fait pas mal parler il y a quelque temps. Ça vous en pensez quoi, vous, de cette taxe ? Si c'est... Non, ça ne me choquait pas. Sur les immenses fortunes, je ne trouvais pas ça choquant. Je suis même étonnée de la révolte des très très riches contre cette taxe. Mais bon, je ne fais pas partie des très très riches, je ne sais pas comment j'aurais réagi. L'effort doit être partagé. Il doit être partagé à la fois par ceux qui ne payent pas d'impôts et qui du coup ne prennent peut-être pas toute la mesure, je dirais, de la situation, et ceux qui n'en payent pas assez non plus parce que c'est disproportionné par rapport à leurs revenus. On tape toujours sur la classe moyenne qui est solvable, mais on pourrait effectivement aussi demander un effort plus important aux grandes fortunes, mais ne pas oublier aussi la moitié des Français qui ne payent pas d'impôts. Alors on paye la TVA quand même. Les Français ceux qui sont exonérés en tout cas payent la TVA, donc ils payent quand même un impôt même si... Oui, mais je me souviens, alors c'était il y a 45 ans, 45-50 ans, à l'école grève, et il y avait il y avait des jeunes qui travaillaient pour payer leurs études et qui du coup disaient bah oui, pas de cantine, alors qu'on a payé, ça coûte cher, hein, et donc on paye 2 fois. Et puis il y avait un élève qui était boursier et qui disait « Moi, je m'en fous, de toute façon, je ne paye pas ». Donc, il faut responsabiliser les gens. Dans le tiers-monde, quand on aide un agriculteur, pour avoir vécu, mon épouse l'a vécu, donner un sac de lentilles à des paysans pour qu'ils les plantent. On retrouvait les sacs de lentilles 500 mètres plus loin par terre. Hein. Faire payer 1 roupie, c'est-à-dire pas grand-chose, mais juste faire payer 1 roupie, les gens gardaient et plantaient. Voilà, donc cette notion, je dirais, du bien collectif, quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Même si ça ne coûte pas grand-chose, ça a coûté quelque chose et du coup, ça change le rapport sur la valeur des choses. Je rebondis sur, vous me parlez du système capitaliste. Est-ce que justement, il n'arrive pas en bout de souffle, ce système, il ne faudrait pas trouver un nouveau système, un nouveau fonctionnement, l'encadrer mieux, ou enfin faire table rase? Alors table rase, je ne sais pas, parce que c'est quand même un des fondements de notre société. Mais effectivement, l'actualiser, le revoir, pour qu'on ne se retrouve pas à nouveau avec des écarts qui se creusent entre les plus riches et les plus pauvres, alors qu'au cours du XXe siècle, on avait, je dirais, permis à tout un pan de la société de gravir les échelons. Il y avait un ascenseur social qui fait que chacun trouvait son compte et que les générations vivaient toujours mieux que les précédentes et regardaient leurs enfants en se disant qu'ils vivront encore mieux qu'eux. Voilà. Aujourd'hui, le système est grippé. Est-ce que c'est la faute au capitalisme uniquement? Je ne suis pas sûr. Que chacun prenne sa part effectivement de travail, de responsabilité. Mais quand on regarde l'Europe de l'Est, qui s'est ouverte après la chute du mur de Berlin, ils vivent mieux. Si je prends les Chinois, ils vivent mieux qu'il y a 50 ans, sans liberté, mais ils vivent mieux. Allez en Chine, vous allez voir que c'est un pays où les gens sont riches. Ils ont renoncé à leur liberté, c'est vrai, mais le système capitaliste a quand même des vertus, plus que le collectivisme. Oui.